Avez-vous écouté l'audition d'Arnaud Montebourg à la commission d'enquête du Sénat sur la suppression des 1000 emplois suite au rachat d'Alstom par General Electric? Oui, j'ai écouté. C'est une petite vidéo qui a beaucoup circulé sur Internet. Et mon attention a été attirée par un certain nombre de nos adhérents. Donc j'ai écouté Arnaud Montebourg. J'ai été à la fois ravi et un petit peu estomaqué aussi. Ravi parce qu'en fait, Monsieur Montebourg, dont je rappelle qu'il a été ministre du redressement productif, je crois, dans le gouvernement, enfin sous François Hollande et Manuel Valls, Arnaud Montebourg, donc qui a été ministre de l'Industrie, on pourrait dire, et qui n'est pas arrivé à grand chose, c'est le moins que l'on puisse dire, eh bien, à l'évidence, a viré sa cutie définitivement sur l'Europe, puisqu'il avait toujours été assez eurocritique. Et comment ne pas l'être quand on est ministre de l'Industrie et que l'on constate que les traités européens, notamment l'article 63 qui ouvre la voie aux délocalisations industrielles torrentielles, comment peut-on être pour la construction européenne lorsque l'on constate que l'Union européenne, en fait, ne cesse que de détruire l'industrie française? C'est impossible. Sauf à avoir une capacité de mensonge et de cynisme éhontée. Or, je crois que ça n'est pas le cas d'Arnaud Montebourg, que je pense être un homme qui a quand même des convictions, certaines convictions. Quoi qu'il en soit, il faut écouter ce passage où M. Montebourg, devant le Sénat, donc devant la commission du Sénat, a dit très exactement ce que je dis depuis plus de 12 ans. Pendant 9 minutes, il a fait une espèce de réquisitoire contre l'appartenance à l'Union européenne. Et il a dit très exactement ceci: l'Europe ne nous protège pas, elle nous met à nu. Il a fait un plaidoyer pour justement en revenir à la nation. Écoutez le passage qu'on a choisi pour mesurer ce que dit exactement l'ancien ministre. Donc nous n'avons pas de process de décisionnaire européen. C'est une grande paralytique, l'Union européenne, sur la question économique. Donc nous n'avons pas de protection. Donc il faut revenir aux États. Et puis tant pis. Nous prendrons nos mesures et nous tenterons. Vous savez, la France en a vu d'autres. Elle pourra prendre les moyens de se défendre et de reconstituer son potentiel économique. Ça prendra 10 ans. C'est l'œuvre d'une génération à venir, qui n'est à l'évidence pas celle-là. Il va falloir prendre notre courage à deux mains, affronter le monde, seul, pas passer notre vie à dire que l'Union européenne nous protège. Elle ne nous protège pas, elle nous met à nu face à l'adversité. C'est le cas dans l'agriculture, c'est le cas de l'industrie. Les chevaux de Troie sont multiples grâce à l'Union européenne. Au lieu de nous protéger, elle nous empêche de nous organiser. Donc moi, je n'ai pas du tout la croyance que l'Union européenne pourrait nous protéger. Ça, c'est une fable qui a été racontée pour entretenir une fausse religion. Mais pour moi, la réalité, c'est que nous avons une urgence nationale qui est la défense de nos intérêts. Alors moi, je voudrais dire ici que je suis heureux que M. Montebourg tienne ses propos. Mais je ne voudrais que ça aille au-delà. Je voudrais que M. Montebourg en tire des conséquences. Parce qu'on ne peut pas dire l'Europe ne nous protège pas, elle nous met à nu, elle nous détruit, notre participation à la construction européenne est en train de défaire la France, de détruire l'industrie française, et puis s'en arrêter là. On n'est pas un commentateur, c'est pas un guide c'est pas quelqu'un qui rédige le guide Michelin et qui met des médaillons, puis dire voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon, point barre. Quand on est un responsable politique, du moins que l'on a exercé des fonctions ministérielles et des fonctions politiques, ensuite on s'engage, on prend parti. Alors je voudrais dire ici, devant toutes les personnes qui m'écoutent, que je propose à Arnaud Montebourg de venir à UPR TV pour que l'on débatte devant les Français. Voilà. Et qu'il nous explique ici ce qu'il a expliqué au Sénat. Et je voudrais le faire rencontrer, par exemple, ici, à UPR TV, je voudrais lui faire rencontrer avec notamment une personne qui a également défrayé, qui a fait un buzz, comme on dit maintenant, sur Internet ces derniers jours, qui est ce cadre de Alstom, qui est responsable des questions d'exportation des questions internationales, qui s'appelle Frédéric Pierucci, et qui a été emprisonné pendant plus de 20 mois aux États-Unis d'Amérique, qui a été interviewé par la chaîne YouTube de Thinkerview et qui a exposé
les méthodes de gangsters qu'utilisent les États-Unis d'Amérique pour essayer de s'approprier les sociétés à succès des autres pays, en particulier la fameuse affaire Alstom. Donc moi, je lance ici un appel à M. Montebourg, à M. Pierucci, qu'ils viennent ici avec moi. On va discuter tous devant les Français et puis on va leur faire débattre justement sur la stratégie industrielle américaine, par exemple. Si d'aventure ils n'avaient pas le temps de venir à UPR TV, je leur propose également, comme autre choix, de venir à notre prochaine université d'automne, dont je me permets de rappeler à ceux qui m'écoutent qu'elle aura lieu au début du mois d'octobre, le 4 et le 5 octobre, je dis de mémoire. Et donc pendant le fameux samedi où nous avons des tables rondes, eh bien j'aimerais que nous ayons une table ronde sur les questions industrielles et sur les questions de l'Union européenne, où l'on aura notamment, en tout cas j'invite ici officiellement Arnaud Montebourg et Frédéric Pierucci pour venir. On a d'ailleurs commencé à saisir le cabinet de le secrétariat de M. Montebourg. Puisque j'en suis à parler de politique industrielle, je voudrais à cette occasion souligner à toutes les personnes qui m'écoutent le grand intérêt d'un article, d'un petit dossier même on peut dire, en tout cas un long article que nous avons mis en ligne il y a quelques jours sur le site de l'UPR qui parle des start-up. Il se trouve que parmi les adhérents de l'UPR, on a des talents très nombreux. On va bientôt atteindre, ça s'est beaucoup ralenti au cours de l'été, mais on devrait bientôt atteindre les 38 000 adhérents. Et parmi nos adhérents, nous avons des gens, des jeunes qui travaillent dans toutes les professions possibles et imaginables. Et nous avons également des jeunes qui travaillent dans des start-up. Et parmi ceux-là, il y en a un qui est un adhérent de l'UPR, qui a 30 ans, qui a créé lui-même sa propre start-up et qui, au bout de quelques années, maintenant a créé 15 emplois. 15 emplois avec une société qui se développe vite et très rapidement dans le domaine des start-up. Eh bien, il s'appelle Paul Vallier. Enfin, c'est un pseudonyme. Il n'a pas voulu donner son nom officiel parce que malheureusement, nous sommes dans un univers où il y a des tracks sur Internet. S'il faut en croire des gens comme Madame Schiappa, la ministre, il faudrait traquer en permanence qui a écrit quoi sur quoi. Je rappelle que Madame Schiappa avait par exemple demandé et obtenu que les 7000 personnes qui avaient versé de l'argent pour le boxeur là sur le pont de la Seine, eh bien que ces 7000 personnes fassent l'objet d'une délation officielle. Bref. Nous avons donc un de nos adhérents qui a fait un article que je vous conseille sur les start-up, parce que ce qui est très intéressant dans cet article, c'est de montrer qu'il y a des start-up qui se développent en France. On est même pratiquement un des leaders en matière de développement de nouvelles start-up sur le continent européen. Et parce qu'en France, les Français, traditionnellement, c'est un peuple d'inventeurs, un peuple qui a beaucoup d'imagination et d'invention. Malheureusement, souvent, la difficulté, c'est de passer au stade industriel et c'est de trouver des financements. Or, nous sommes ainsi faits en France. C'est notre génie national, que depuis Charles VII et Jacques Coeur, pour remonter simplement déjà au XVe siècle, eh bien, l'État est là, en France, pour fédérer les initiatives et être un peu un amorceur de financement. C'est comme ça que ça marche. Pour qu'ensuite, ça soit d'ailleurs transféré au privé. Je ne dis pas que l'État a toujours fait des choses formidables, bien entendu. Mais l'État a fait des choses formidables en France et que c'est comme ça que ça marche. Je ne dis pas non plus que le secteur privé fait toujours des choses mauvaises, mais le secteur privé fait aussi des choses mauvaises, dans tous les domaines. En France, comme disait Charles de Gaulle sur les grands projets, il faut mettre l'État, disait le général, il faut mettre de l'État dans les grands projets, sinon ça merdoie. Dans ce dossier que nous avons publié sur les start-up, qui dit que ça marche à condition de respecter le génie national, eh bien, il est fait cette comparaison qui porte à réflexion. Cette comparaison, elle concerne Frankie Zapata. Frankie Zapata, c'est celui qui a stupéfié non seulement les gens qui ont assisté au défilé du 14 juillet, mais le monde entier, si l'on peut dire. Dans la tribune officielle le 14 juillet à Paris, à côté de Macron, il y avait notamment Madame Merkel. Il y avait aussi un certain nombre d'ambassadeurs représentant toutes les puissances accréditées à Paris, auprès du gouvernement français, qui ont assisté à ce spectacle qui a stupéfié toutes les personnes qui l'ont vu et qui a stupéfié Internet. C'est la prestation de Frankie Zapata
qui a mis au point tout seul, c'est un inventeur qui a mis au point tout seul une petite plateforme individuelle avec des réacteurs qui lui permettent de s'élever dans les airs et de se mouvoir. On se croirait tout à fait dans un film de science-fiction. Il me plaît de lui rendre hommage. Et c'est un homme qui a une trentaine d'années, un peu plus, je crois, 35, 36. Il me plaît de lui rendre hommage avec ces quelques images que l'on va voir maintenant. Alors, cette vidéo, elle est impressionnante. On a l'impression d'entrer de plein pied dans le XXIe siècle. On voit les utilisations. On est encore au stade du prototype. C'est encore une machine qui ne fonctionne, si j'ai bien compris, qu'une dizaine de minutes maximum. Quoique, dans quelques jours, peut-être pour fêter l'arrivée de Boris Johnson au Royaume-Uni, dans quelques jours, Frankie Zapata va tenter, je crois que c'est le 25 juillet, c'est après-demain, il va tenter pour la première fois de traverser la Manche depuis Sangatte ou depuis Calais jusqu'à Douvres de l'autre côté. Il a quand même des problèmes parce que justement pour des questions de réglementation, on lui a refusé de faire un ravitaillement en vol côté français. Donc il a estimé, si j'ai bien vu, à simplement 30% sa perspective de succès. Ça me fait penser un peu à Clément Ader, hein, le premier qui avait traversé la Manche avec un avion, les débuts de l'aviation, dont je rappelle que ça a eu lieu en France. Eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si c'est encore un prototype, même si l'autonomie de vol n'est pas encore suffisante, c'est exactement ce qui s'est passé au début de l'aviation. Nous tenons ici quelque chose qui est potentiellement une invention prodigieuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que Frankie Zapata a failli être obligé de se vendre aux Américains parce qu'en France, il n'y avait pas d'argent. Voilà. Il n'y avait pas d'argent. Il a fallu, comme c'est un patriote et qu'il a dit non, je veux pas aller, il était courtisé par des tas d'autres pays, et non, je veux que ça soit resté en France. Et finalement, il a fini par décrocher une cagnotte, tenez-vous bien, de 1,2 million d'euros. 1,2 million d'euros du ministère de la Défense. 1,2 million d'euros, c'est une misère pour développer un projet de cette nature. Je rappelle qu'au même moment, c'est ce qui est écrit dans cet article que nous avons publié, au même moment, la France verse chaque année 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. Parmi ces 9 milliards d'euros, j'ai suffisamment eu l'occasion de l'expliquer, la France a par exemple payé 65 millions d'euros à la Croatie pour que la Croatie se paye un pont flambant neuf de 2 km de long construit par une entreprise de BTP public chinoise, financée par l'État chinois d'ailleurs. On marche sur la tête. Si ces 65 millions d'euros que le contribuable français a donnés par l'intermédiaire de l'Union européenne sans que la Croatie le sache, sans que les Français le sachent, si ces 65 millions d'euros que nous avons donnés aux Croates pour qu'ils se payent un pont chinois, si nous les avions gardés pour nous, si nous en avions consacré ne serait-ce que la moitié ou un tiers, 20, 30 millions d'euros, c'est-à-dire 30 fois plus que ce que le ministère de la Défense a donné chichement à Frankie Zapata, eh bien nous aurions peut-être d'ores et déjà non pas un ou deux prototypes, mais nous aurions peut-être 30 prototypes, des progrès techniques fondamentaux qui auraient été faits, c'est dans les débuts qu'il faut les faire, et peut-être même un début d'industrialisation. C'est la raison pour laquelle notre appartenance à l'Union européenne, comme l'a dit Arnaud Montebourg, ne nous protège pas. Non seulement elle nous met à nu, mais en plus elle nous nuit. Elle nous nuit parce que les marges de manœuvre budgétaires de l'État sont tellement faibles. Nous avons un tel endettement. Les marges de manœuvre budgétaires sont tellement faibles qu'elles sont entièrement siphonnées par l'Union européenne qui finance des projets qui sont le contraire même de nos intérêts nationaux. On a d'ailleurs tous les jours, on apprend que des inventeurs en France ont des idées géniales. On apprenait hier qu'un ingénieur a réussi à mettre au point, un ingénieur français, des bouteilles, vous savez, les bouteilles d'eau, là, comme on utilise pour boire, hein, comme ça. Ces bouteilles qui sont en plastique et qui polluent les océans, qui polluent la nature, eh bien, on a un ingénieur en France qui a réussi à mettre au point une bouteille entièrement biodégradable qui se détruit elle-même, qui n'est pas en plastique, en matière périssable. Cette invention est absolument géniale. Qui va le payer ? Que va faire l'Agence pour l'innovation qui a 3 francs 6 sous ? C'est à ça que nous devrions consacrer notre argent.
On apprenait également ces derniers jours que une entreprise, une start-up de fabrication de robots qui s'était installée à Limoges vient de déposer son bilan. Faute de financement, il lui manquait 2 millions d'euros. Mais c'est normal que lorsque vous créez des activités totalement nouvelles, dans les premiers temps, eh bien, vous êtes obligé de dépenser de l'argent. Vous n'avez pas encore les clients, vous n'avez pas encore mis au point tous les prototypes. Il faut donc investir de l'argent pour qu'ensuite l'entreprise puisse se développer. Si nous arrivons au pouvoir, eh bien nous sortirons de l'Union européenne, nous récupérerons une manne considérable, nous continuerons à servir aux agriculteurs les fonds, les subventions, mais cette fois-ci elles ne seront plus européennes, elles seront versées directement par l'État. Nous continuerons à verser à la plupart de ceux qui reçoivent des subventions dites européennes, on continuera la même chose. Mais en plus de ça, nous récupérerons 9 milliards d'euros. Ces 9 milliards d'euros, nous les utiliserons notamment à développer le logement social, je l'ai suffisamment expliqué, mais nous l'utiliserons également à d'autres secteurs et en particulier nous mettrons le paquet pour le développement des start-up. Parce que, comme l'avait dit je crois Napoléon, impossible n'est pas français. Lorsque la France sera libérée de la construction européenne, nous n'allons pas nous refermer sur nous-mêmes, comme le disent les gens qui nous critiquent stupidement en ressassant toujours les mêmes propagandes. Au contraire, nous allons rouvrir la France sur le monde et nous mettrons le paquet sur toute cette jeune génération de Français qui n'attend que ça, c'est de pouvoir exercer ses talents dans le cadre d'un pays qui est fier de lui-même et fier de son avenir.